Salut, salut. Est-ce que vous m'entendez, Ivy et Elisabeth? For some reason, the way we set it up, je vois qu'il faudrait vous donner, c'est très bizarre ça. Alors, Mike, OK. Ça marche. C'est très bizarre qu'on ne l'avait pas seté comme ça, mais Teams nous joue toujours des tours. Fait que t'es in, super. Bienvenue. Salut. Bienvenue, Ivy. Salut. Vous allez bien? Oui, là, je suis retournée chez moi parce que je ne voulais pas être dérangée par mon équipe. Oh my God, I get it. Je vais essayer d'aller dans les settings pendant qu'on se prépare, juste pour voir si Meeting Options, si on peut revoir cette question de l'audio-vidéo. Allow camera for attendees. Ouais, je ne sais pas pourquoi il s'est défait. Cart Options, ça, c'est le sous-titre, right? Cart, en anglais, c'est ça, Ivy? Cart, non. Non, ça dit Allow Caption. Cart Captions. Cart caption? OK, so regarde, on peut faire un quick search. No. OK, people dialing in can bypass the lobby, OK, Oh mon Dieu, on ne me voit pas, hein? Comment on ne te voit pas? Mais est-ce que vous me voyez? Oui. Ah, là, on ne te voit plus, t'es comme noir. C'est justement... Ah oui, maintenant oui. Tout Allô, noir. Lisa? Vous me voyez? Comment vas-tu? Ah, t'es noire, Elisabeth. Peut-être sortir puis revenir. Ouais, ça que je vais faire. J'ai vraiment des enjeux, c'est genre un nouvel ordre. Pas de problème. Ivy, il y a une chose que je ne t'ai pas dit, c'est qu'il va. Est-ce que Mélissa, tu es capable de allow ton micro? Céline, salut. Salut? Oui, il était juste sur mute. OK, super. Je veux juste m'assurer que tout le monde peut parler puis que leur micro fonctionne. Je vous mets en spotlight, là, Céline, Mélissa, les autres aussi, quand ils vont être arrivés. Elisabeth est là. Puis Fran, j'imagine qu'elle va être là d'une seconde à l'autre. Oui, elle arrive. On a un nombre record d'inscriptions. Je suis full excitée. Ah, ça veut dire que la première discussion, on fait des petits. Moi, je suis comme jaune comparée à tout le monde. Je vais essayer de changer la lumière. Je passe à une fenêtre, moi, je suis blasée. Ça, c'est le best lighting. Mais si je ne suis pas jaune, je suis jaune. Non, moi, je suis blanche. C'est pas bon, la lumière comme ça de mon côté. Hein? Je vais retourner à jaune. OK, bon, je vais me rester. Ce que j'aime moins avec Teams, ou c'est moi qui ne connais pas le setting. Pourquoi le micro d'Elisabeth est coupé? Allô, Fran? Ah, c'est ça. Autoriser le micro. C'est parce que... Ah, ça y est, Elisabeth. C'est parce que tu n'as pas une adresse. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas avec CCO-MTL, Elisabeth, c'est bizarre. Hein? Oui, ça dit unverified. Honnêtement, là, ils ont changé mon ordinateur, puis je pense que je me suis fait avoir. Là, j'aime plein nos TI. Juste une question, parce que j'essaie de mettre live caption. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ici. C'est quoi il faut qu'on les active nous-mêmes. Si je fais activer, ils sont bien en français. OK. OK, super. C'est plus à chaque personne qui va le mettre. C'est où? C'est quoi LED caption? Oui, quand tu cliques les 3 points, More Actions, et après, dans le langage, oui, et il y a Turn on Live Captions. Ah, mais pourquoi? J'ai pas envie de voir. C'est pour voir les gens qui parlent, c'est ça? Non, c'est pour générer des sous-titres quand on parle. Générer des sous-titres en français. Techniquement. Ça prend aussi. Let me try to speak mais des fois, ça fait des drôles de phrases. Là. Non, c'est ça. Il faut changer la langue. Si jamais tu parles en anglais, il faut aller switcher manuellement la langue. Oui, c'est ça, exact. Mais là, c'est assez bon. Je pense qu'on va faire ça en français. Je vais inviter les gens à poser leurs questions, à intervenir dans la langue de leur choix. Ceci dit, puis je me ferai un plaisir de faire la traductrice. Là, vous m'avez peut-être déjà vu faire. J'essaie de faire ça du mieux possible. Vous allez bien, tout le monde? Oui. Fran, je vois que... Est-ce que tu peux parler? Oui, tu peux parler. Ça va. Moi, je suis très enrhumée aujourd'hui, fait que je vais tout donner dans la voix. Mais c'est correct, Mélissa peut prendre parole pour moi au besoin, fait que ça va. Super. Moi, je regarde juste que mon roadmap est prêt. OK. Ça, c'est check. Excusez-moi, on a comme notre petite checklist avant de commencer. Les sous-titres, ça a l'air bien pour tout le monde.
OK. Check. Oupsie. De quoi boire. De quoi boire, check. J'ai de l'eau, c'est ça. Ah, mon verre, je pense que je vais en manquer. Si les gens posent des questions en anglais, on répond-tu en anglais? Vous pouvez répondre dans la langue de votre choix. Ouais. OK. C'est vraiment... Moi, je vais me faire un plaisir de faire une traduction imparfaite, comme je le dis toujours. Là. Comme ça, l'outil ne nous permet pas pour le moment là, d'avoir une traduction simultanée. Ouais. C'est possible, mais c'est juste pas dans les options que nous avons. Et que je vais le nommer quand même. OK. Y a-t-il autre chose? Moi, j'essaie de fermer tous mes trucs qui vont popper. En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est que si la question est en anglais puis que je réponds en anglais, tu vas-tu le traduire en français ou c'est parce que si je réponds en français, tu vas le traduire en anglais? Oui. Si tu réponds en français, ben, tu peux aussi le demander. On peut y aller. C'est assez informel, là, tu sais. Ouais. Tu peux demander est-ce que c'est correct si je réponds en français, si ton interlocuteur. Les gens sont bilingues chez nous. Ben, là, c'est par ça. Moi, je pense que je parle toujours en français, puis il y a du monde qui me parle en anglais, puis moi, je leur réponds en français, puis je me rends même pas compte qu'ils me répondent en anglais. C'est un peu notre Suisse, on est comme ça. Donc, la personne, elle va te parler en anglais, mais tu vas lui répondre en français. Tu dis, je vais répondre en français, c'est correct? Elle va dire oui. OK. Dans le milieu de travail, c'est comme ça, honnêtement. Je vais juste faire le choix qui nécessitait le moins d'efforts de traduction, c'est pour ça. Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis toujours en train de dire, hey, je réponds en français. Juste hier, j'avais une réunion de même. Là. Je suis plus habile en français. Parfait. C'est parfait. Fait que pour les questions, vous n'aviez pas de questions en début de rencontre? C'est bon pour vous? OK, super. Je vais me fier à notre feuille de route pour les paroles, les prises de parole. Là, je vois juste dans le truc qu'il y a le titre de Céline qui est en anglais, Ivy. Je ne sais pas si on peut le mettre en français. J'ai déjà fait. Ah, OK, super. Je le voyais en anglais dans le chat prompt. Oui, on a manqué aussi le titre de Fran et Melissa, je l'ai mis aussi. Super. Merci. Excellent. On est un peu de brou dans le toupette en ce moment. OK, super. Bon, moi, j'ai une micro-question pour toi, Christine. Vas-y. Tu sais, moi, j'ai écrit plus que pas assez dans les réponses, mais je pensais les couper short and sweet, là, fait que ça va, je vais pas comme lire ce qu'on a écrit, là. Non, je ne m'attends pas à ça. Puis, honnêtement, vous avez toujours le droit de changer ce que vous avez le goût de dire sur le moment. Là, c'est pas un contrat. C'était juste pour qu'on ait comme une direction, mais c'est vraiment libre à vous. Puis, vous allez voir, là, on s'est donné des questions, mais ça va aller dans tous les sens si les gens interviennent. Fait que, on ride la vague, là, c'est tout en ça que je dis. On assume qu'il y aura une partie d'imprévu dans cette rencontre parce que c'est un échange, c'est ça qui est le fun. Je vais prendre quelques minutes d'entrée de jeu. Vous l'aviez vu, je pense, dans mon layout, là, en haut des questions, juste pour dire allô tout le monde. Puis je donne quelques règles. Pas Charlotte, excuse-moi, Ivy. Ivy va mettre des choses dans le chat. Et puis, Charlotte! ma fille pense à moi. C'est un gros débaptisage, ça. Mais c'est bien. Oui, c'est ça. Je vais mettre des choses Ivy va mettre des choses dans le clavardage. Puis je vais juste faire une petite introduction sur le sujet. Puis en vous introduisant, Melissa et Fran, je vais aussi quand même prendre le temps. En fait, vous avez capté dans le document que je vous laisse vous présenter. On va faire un petit tour de table. Avec la pratique, c'est plus sympa. Que ça soit moi qui lise vos bios, ça fait très formel. Puis on essaie d'être plus dans la conversation. Fait que je vais vous proposer de vous présenter comme vous avez le goût de vous présenter. C'est aussi ça, la beauté de la chose. Là. On va faire un petit tour de table. Puis quand je vais introduire, je ne sais pas encore où je vais le dire, probablement après que vous soyez présenté puis qu'on entre dans le vif du sujet, bien, c'est sûr, on va faire un tour de table, je vais vous remercier, mais je vais comme me permettre d'expliquer pourquoi Melissa et Fran, vous êtes là. Pas pourquoi, il y a plein de raisons pour lesquelles vous êtes là, mais je vais aussi introduire le fait qu'on travaille ensemble dans le cadre du projet recrutement équitable et inclusif. Il y a d'autres CIUS qui sont là. Je vais aussi, c'est une façon que je vais prendre de donner la visibilité à ce qu'on fait dans le cadre de ce projet-là. Je ne vais pas aller en détail, là, je vous rassure, on n'aura pas assez de temps, mais je vais juste dire qu'on travaille sur ce projet-là, etc., etc. Puis ça va expliquer un petit peu pourquoi, entre autres choses, vous êtes là. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des travailleurs autonomes avec nous, mais pourquoi pas? Merci, on est privilégiés d'être invités. On s'incruste pas tous qu'on va se faire adopter. Là, je vois que Ivy, il y a une petite chose que j'avais oublié de te mentionner.
le lobby est en train de popper. On a 165 inscriptions, c'est quand même très cool. La grande majorité viennent de notre organisation. Il y a d'autres CIUS, ça c'est le fun aussi. Mais avec je savais pas qu'on c'était ouvert à d'autres CIUS aussi? Oui, c'est ouvert à tout le Santé Québec maintenant, dans un effort d'optimisation. Ça donne du rayonnement à l'organisation. Tu n'avais pas saisi ça, désolée. Surprise! Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, une chose, je pense que je n'ai pas eu le temps de le mentionner à la rencontre préparatoire. Là, vous n'avez pas toujours besoin de mon cue pour parler. Vous pouvez rebondir l'une avec l'autre sans attendre mon cue. Des fois, quand j'interviens, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est moins naturel. Si je fais comme, OK, ben là, je vois que Céline veut parler. OK, Céline, tu veux dire quelque chose? Je pense, Céline, si tu vois que tu as l'espace puis tu te sens à l'aise, sinon, je vais le faire. Là, c'est ma job de facilitatrice, mais je veux m'assurer que vous vous sentez aussi à l'aise d'y aller naturellement puis de garder vos micros ouverts. C'est-tu bon pour ça? Oui, moi, je pense que j'avais aussi à cœur la gestion du temps, mais je suppose, Christine, que c'est dans ton rôle. Là, tu vas nous aider à pivoter aux besoins. Oui, c'est ça. Je vais avancer les questions, mais tu sais, ça dépend encore de l'échange. D'habitude, je file le pouls et l'échange, puis je rappelle à la fin, OK, il nous reste 7 minutes. On va essayer de faire un dernier tour de table. J'essaie de le faire de cette façon-là, mais je vais de façon plutôt organique. Je vois que c'est l'heure d'ouvrir la salle à tout le monde. Est-ce que l'enregistrement est parti? Oui, il va falloir faire un petit peu de nettoyage après. Ivy, tu peux y aller. La seule chose que je ne t'avais pas dite, Ivy, c'est qu'il va falloir, donner le micro aux gens qui lèvent la main. C'est comme on a fait tantôt, là, parce que j'ai coupé le micro de tout le monde, sinon c'est l'enfer, c'est une cacophonie de fond de sacoche, puis de gens qui parlent au téléphone à côté de leur team. Je suis capable de faire ça. Oui, tu vas voir. Sinon, je vais t'aider. Je peux être là aussi. Non, peut-être parce que je suis only attendee. Non, you're co-organizer. So. OK, ça marche. OK, ça fait qu'on fait entrer tout le monde parce qu'il est l'heure. C'est parfait. Allons-y. OK, super. Est-ce que tu es capable, Ivy, de ton côté? Oui. OK. Alors, midi 1, 30 janvier 2025, bienvenue à toutes et à tous pour ce 14e Discuter et comprendre qui porte aujourd'hui sur la neurodiversité au travail, deuxième partie. Je m'appelle Christine Morin, je suis gestionnaire de l'équipe au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal, de l'équipe Diversité, Équité, Inclusion, Appartenance, qu'on appelle affectueusement DEIA. Et je suis également directrice par intérim aux ressources humaines, talents, culture et expérience employée. Ça me fait plaisir de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Comme vous voyez, nous sommes attablés virtuellement avec nos 4 panélistes et nous sommes prêtes à commencer. Je sais que certaines personnes vont continuer à entrer dans la salle. On a tenté de couper les petites sonneries d'introduction, mais Teams étant ce qu'il est, on va quand même les accepter. Ces petites sonneries qui nous indiquent que plus de personnes se joignent à nous. Je vais prendre aussi la peine de présenter Ivy Gumba qui est avec nous, qui va m'aider aujourd'hui pour faire la gestion du clavardage. Ivy est conseillère cadre pour la diversité capacitaire, donc elle est avec nous depuis quelques mois. Beaucoup de choses dans son assiette déjà. On aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments, mais le sujet touchant aussi la diversité capacitaire, on n'entrera pas dans ce vocabulaire-là aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet de notre discuter comprendre, mais ça me fait plaisir de vous la présenter. Je vous présente également Vanessa Pascal, qui est quelque part dans la salle virtuelle, qui est aussi une membre de l'équipe Diversité, Équité, Inclusion, Appartenance au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal.
Sans plus tarder, on va commencer. Donc, ce que je disais, c'est que je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. En fait, je vais reprendre la peine, puisqu'il y a de nouvelles personnes qui se joignent à nous, de nommer l'objectif de cet événement. Les discuter et comprendre ont vraiment comme objectif d'apprendre et d'échanger ensemble. C'est des espaces qu'on a voulu être des espaces de co-apprentissage et donc de co-construction également sur des sujets qui touchent à la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance. On est vraiment préoccupé par la création de lieux de dialogue. Et donc, à cet égard-là, on veut vraiment être dans un esprit d'écoute et d'exploration pour mettre en lumière la complexité des sujets qui touchent le DI ou la DEIA et donc apprendre à déconstruire peut-être des appréhensions qu'on avait ou une façon de comprendre un concept ou une question pour réapprendre ensemble via la conversation, le langage, dans une logique socio-constructiviste de ces mêmes concepts-là, de ces mêmes idées-là, qui sont aujourd'hui, qui vont tourner principalement autour de la neurodiversité au travail. Feel free to express yourself in the language of your choice. Vous pouvez prendre la parole au cours de l'échange, dans le clavardage, en levant la main également. L'objectif pour nous, c'est de créer des dialogues avec les gens qui sont dans l'événement également. Donc, Ivy va mettre dans le clavardage quelques considérations pour un échange inclusif. L'objectif aujourd'hui, c'est de modeler cette capacité-là à tourner notre jugement en curiosité, à se tourner vers l'autre, à explorer ensemble des sujets qui sont complexes sans être dans des position de polarisation, mais vraiment tabler sur cette curiosité-là puis ce désir de comprendre justement la complexité humaine. Donc, on va commencer, je dirais d'entrée de jeu que nous n'avons pas eu de demande pour des interprètes pour l'événement. Donc, on fait dans ces événements, dans le questionnaire, vous l'avez peut-être vu, des demandes concernant l'accessibilité. Ça sera renouvelé à chaque discuter et comprendre, mais il n'y avait pas eu de demande à cet effet cette fois-ci. Donc, ce qu'on vous propose au niveau de la formule du discuter ou comprendre aujourd'hui, c'est qu'on va commencer l'échange avec nos panélistes. L'objectif d'avoir des panélistes, c'est de s'ancrer dans la pratique expérientielle, dans la pratique professionnelle, dans la théorie et donc, tout dépendant des membres du panel qu'on a. Donc, on va commencer l'échange avec nos panélistes et ensuite, on vous invite à vous joindre à nous pour partager des questions, pour partager des réflexions. Donc, l'objectif pour nous, là, un sous-objectif de ces rencontres, c'est vraiment de développer notre réflexivité. Je prends une seconde de plus pour parler de ça. L'objectif de discuter et comprendre, ce n'est pas de vous donner une prescription puis de vous dire c'est comme ça qu'il faut agir dans telle circonstance. On a réponse à tout. C'est plutôt au contraire, de susciter des questionnements, d'ouvrir des portes dans nos têtes sur ces sujets que parfois on comprend ou on connaît peu et de réfléchir donc à notre positionnement là-dedans. On invite les gens vraiment à développer une posture inclusive, puis pour cultiver cette posture inclusive-là, bien, quoi de mieux que la réflexivité ou une posture de questionnement et de curiosité. Donc, je sais que ça parle certainement à nos invités. Je vais prendre la peine de les laisser se présenter. On va faire un tour de table. On essaie d'en les discuter et comprendre, d'être plutôt informel. Ce n'est pas un webinaire, ce n'est pas une présentation théorique. On veut créer cet échange-là. Donc, on vous remercie d'être là. Chers panélistes, j'aurais envie de vous lancer la balle, peut-être en commençant par Céline et faire un petit tour de table virtuel pour vous présenter. Donc, bonjour, Céline Ablazou. Moi, je suis gestionnaire de projet en santé numérique au CIUS Centre-Ouest. Et puis, je voulais donner un peu la vision en tant qu'employé et faisant partie aussi de la population neurodivergente. Merci Céline, bienvenue avec nous. Elisabeth. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Elisabeth Lancoué, je suis chef de programme en soutien à domicile. Donc, je ne suis pas une experte, mais je suis une gestionnaire qui se veut inclusive. Donc, je suis très contente de faire partie de ce panel. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue, Elisabeth. Très contente d'avoir des gestionnaires qui s'intéressent à ces sujets, qui ont le souhait d'être inclusives et inclusifs. Merci d'être avec nous. Fran. Bonjour tout le monde. Fran, cofondatrice de Nuance avec Mélissa qui se présentera ensuite. J'arrive avec un bagage en psychoéducation, développement organisationnel, mais surtout en neuro-inclusion, donc moi-même neurodivergente. J'accompagne avec Mélissa des organisations à être plus neuro-inclusives chaque jour possible. Merci Fran, bienvenue.
Et la dernière et non la moindre, Mélissa, bonjour. Oui, ben c'est ça, on vient en paquet de deux, moi et Fran. Donc, il y a aussi un background en ressources humaines, développement organisationnel, beaucoup en transformation, puis de voir comment les meilleures pratiques, quand on les regarde avec cette lentille-là d'accessibilité, de neuroinclusion, viennent niveler un terrain qui devient accessible à tous et à toutes, là, ne serait-ce que par des bonnes pratiques que des fois on oublie ou qu'on n'a pas le temps parce que la vie va juste trop vite. Mais merci, c'est super. On est très, très contente de vous avoir aujourd'hui. Et en fait, je vais me permettre d'expliquer un petit peu pourquoi Mélissa et Fran sont avec nous. Nous travaillons donc aux ressources humaines, l'équipe d'IA et l'équipe de dotation acquisition de talent depuis plus d'1 an à un projet qui s'appelle le projet Recrutement équitable et inclusif. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là, c'est travailler à l'amélioration de nos pratiques sur la question du recrutement, dont la neurodiversité fait partie. Donc, Mélissa et Fran sont venus nous accompagner dans ce projet-là. On travaille ensemble, on a beaucoup de plaisir à le faire. Et bien sûr, dans nos prototypes, on est en train de considérer différentes choses, dont la neurodiversité. Donc, c'est un petit peu comme ça que Mélissa et Fran se sont retrouvés autour de la table aujourd'hui. Il y aurait plein d'autres raisons qu'on pourrait mentionner, mais on va aller tout de suite dans le vif de l'échange. Donc, moi, je commencerai par la première question. On veut se donner des bases communes pour cet échange qui porte sur la neurodiversité en milieu de travail. Prenons le temps de commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est la neurodiversité? Donc, ce n'est pas tout le monde qui était au dernier Discuter et comprendre, où on avait offert aussi une petite mise en bouche sur la neurodiversité. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est la neurodiversité? Je me tourne vers vous, là, Mélissa et Fran, pour commencer cet échange. Parfait, j'attrape la balle au bon. C'est important effectivement d'établir un langage commun quand on parle de neurodiversité parce que bien que ce soit pas récent dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été là, mais c'est récent comme concept qu'on définit, puis ça évolue énormément. C'est une conversation qui est complexe, tout en nuances, où on vient faire cohabiter les conversations identitaires, sociales, médicales. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un beau commencement à avoir. Donc en date d'aujourd'hui, la neurodiversité, on pourrait la résumer en trois éléments. C'est à la fois un fait, un paradigme et un mouvement social. Donc, le fait de la neurodiversité, c'est la diversité cognitive au sein de l'humanité. Tout le monde s'inscrit dans ce continuum-là. C'est cette diversité de profils dans nos manières d'apprendre, de communiquer, de ressentir et d'interagir avec le monde. Le paradigme, c'est la conversation qui veut nous éloigner de cette hiérarchisation des fonctionnements cognitifs. Donc, de cesser de voir qu'il y a une seule façon de communiquer ou d'apprendre et de constater qu'il y a toute cette diversité cognitive. Et finalement, le mouvement social de la neurodiversité tend à reconnaître et promouvoir le droit des personnes neurodivergentes, mais le droit de tout le monde à s'épanouir en toute sécurité dans la société et au travail, entre autres choses. Mélissa avait un complément, je crois, sur le paradigme à apporter aussi. Oui, fait que la notion de paradigme, quand on vient parler des termes identitaires, parce que là, on a une superposition du modèle médical, du modèle social dans tout ça. Quand on va parler de personnes avec un profil neurodivergent, donc, tu sais, Fran et moi, on s'identifie comme personnes neurodivergentes, c'est assez large comme définition, en ce sens où on va venir faire référence à des profils cognitifs qui s'éloignent de la norme socialement établie. Donc, c'est pas de diverger d'un cerveau qui serait prétendu être idéal ou normal, mais une divergence d'une norme socialement construite qui crée des situations de handicap pour plusieurs individus à l'intérieur de ça. Donc, ça reste une définition d'un terme identitaire qui a été choisi par une personne au sein du mouvement de la neurodiversité, à l'intérieur duquel on va venir inclure plusieurs types de profils, dont plusieurs ont des étiquettes diagnostiques, comme on pourrait considérer l'autisme, le TDAH, la dyslexie, dyspraxie, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça quand même dans la discussion. Puis parler de neurodiversité, c'est parler de l'inclusion de tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui va venir animer le reste de la conversation aujourd'hui dans une approche beaucoup plus universelle et accessible. Oui, merci pour ça, Mélissa et Fran. Je pense que ça met bien la table. J'essaie de voir du côté de Ivy si le clavardage fonctionne maintenant. Oui, super. Donc, on voulait continuer en se disant, ben, OK, maintenant qu'on essaie de définir puis de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est la neurodiversité, pourquoi on parle de neurodiversité. Puis comme Mélissa vient de le dire, c'est finalement la neurodiversité, ça s'étend à toute la société. Pourquoi c'est important en 2025 de s'intéresser ou de mieux comprendre à la neurodiversité dans le contexte du travail? J'aurais envie de me tourner vers toi, Elisabeth, pour commencer cet échange-là. Oui, donc
juste une petite mise en contexte. Moi, j'ai grandi avec des proches neurodivergents. Donc, depuis toujours, j'ai une grande sensibilité par rapport à la neurodivergence. Puis vraiment, mon intérêt, ou plutôt mes questionnements, ont commencé à grandir sur le sujet quand, justement, un de ses proches a eu beaucoup de difficultés à l'embauche, à trouver des emplois. D'une part, mon impression, c'est que les entrevues ne sont pas nécessairement toujours adaptées. Mais j'ai commencé à beaucoup lire sur le sujet, la neurodiversité dans le milieu de travail, combien on est gagnant à... on dit que je vais faire un anglicisme, mais embrace la neurodiversité. Je ne sais plus comment dire ça en français, je suis désolée. Donc, justement, cette approche-là, je donne des conseils du type, mais nomme-le que tu es comme ça, nomme tes forces dans les entrevues. Mais en fait, ça fait ça fait peut-être 10 ans, là, puis je pense que, justement, c'était quand même un thème nouveau. Je vois que dans certaines startups ou des compagnies plus modernes, c'était quelque chose de normal de parler de la neurodiversité, clairement pas, disons, dans le reste de la santé. Donc, pour moi, c'est important qu'on en parle en 2025, justement pour aider nos proches, nos collègues, nos employés à chercher à mieux se connaître, à accepter leurs forces et aussi reconnaître leurs défis. Puis dans un environnement bienveillant, là, qu'on normalise que c'est correct, que pas tout le monde est fort dans quelque chose ou que certaines personnes ont plus de défis dans d'autres. Donc, dans un contexte de travail, selon moi, ça crée un environnement qui est plus stimulant et agile à positionner les personnes dans des situations plus gagnantes selon leurs forces. Donc, un environnement, on est gagnant à normaliser ça, pour moi, ça crée un environnement plus productif, plus efficace, plus bienveillant. Puis souvent, évidemment, la neurodiversité, c'est une cause importante pour moi, mais j'en ai plusieurs autres. Puis souvent, je fais parallèle avec la pandémie. La santé mentale, c'est excessivement important pour moi. Puis je trouve vraiment que la pandémie nous a fait cheminer dans le reste de la santé sur la normalisation des épuisements professionnels. Moi, je me rappelle avoir été témoin, à la base, je suis infirmière, là, je suis chef de programme, mais quand même de jugement par rapport à des collègues en congé de type burn-out. Puis je pense vraiment qu'avec la pandémie, ça nous a fait cheminer. Donc, j'étais très contente d'observer ça, mais je pense encore que dans la neurodiversité, on a un cheminement à faire sur le sujet. Donc, pour moi, c'est important d'en parler et c'est pour ça que je suis contente d'être ici sur la table. Donc, moi, je continue sur ce qu'Elisabeth, elle a commencé, là, en parlant des forces, des faiblesses, nos besoins. Souvent, on focus sur les besoins des personnes neurodivergentes au lieu de focuser sur leurs forces. Tu sais, par exemple, ces personnes-là, souvent, elles pensent en dehors de la boîte, elles ont des idées très originales. Bon, peut-être c'est pas les meilleures pour ranger leur bureau, il va y avoir des papiers partout, on est un peu désorganisé, mais elles vont avoir une originalité ou en tout cas des forces qui vont aider toute l'équipe. Donc, pour moi, il faut tabler beaucoup sur les forces et ça va permettre d'avoir des équipes avec toutes sortes de forces. Par exemple, d'autres exemples de forces sur lesquelles l'employé, que ce soit dans l'entrevue, comme Elisabeth mentionnait, ou même juste dans les équipes déjà existantes, certaines personnes ont une capacité de concentration que d'autres n'ont pas. Et puis, je pense que c'est important de souligner ces forces-là et pas juste leurs besoins. Absolument. Je dois admettre, Céline, me reconnaître dans la description du bureau. Ça fait partie de mes défis, mais j'ai de nombreuses forces pour accompagner ce défi-là. J'allais juste ajouter que pourquoi c'est important d'en parler, parce que la neurodiversité est déjà un fait de nos organisations. Il y a déjà des personnes neurodivergentes présentes dans nos équipes, présentes parmi les personnes usagères. Donc, autant en parler, c'est là. Donc, c'est juste plus productif, à mon sens. Puis dans comment est-ce que le discours sur le sujet évolue, comment est-ce qu'il y a plus de sensibilisation, ça vient aussi avoir une influence sur des dévoilements de lieu de travail, sur l'impact que ça a aussi sur les gestionnaires de recevoir ces dévoilements-là, ces demandes-là, puis comment est-ce qu'on peut tout co-créer, collaborer mieux là-dedans. Je cite comme exemple, par exemple, Sainte-Justine, avec qui on a une super discussion, en voyant justement l'arrivée d'infirmières qui avaient des mesures adaptatives au niveau de l'école, puis que là, rendu sur le milieu du travail, ça s'écroulait parce que les mêmes mesures n'étaient plus disponibles nécessairement, ou de traduire la mesure
dans un contexte scolaire à un contexte professionnel. Ça demandait justement cette traduction-là. Puis on le voit à travers différents clients, comment est-ce qu'on a de plus en plus de demandes. Donc, ces nouvelles générations-là qui en ont parlé à l'école, qui ont des mesures adaptatives, c'est beaucoup moins tabou et ça rouvre des discussions. Oui, je pense que ça, c'est intéressant, particulièrement cette évolution du milieu de travail. C'est un peu un des objectifs de nous discuter et comprendre aussi. Là, on a plein de sous-objectifs dans notre objectif, mais nos milieux de travail sont en constante évolution parce que la société est en constante évolution. Comment on s'y adapte de façon agile, de façon continuelle? Donc, c'est quoi le mindset requis pour cette adaptation-là? Je pense que c'est ça l'exploration autour des sujets qui touchent l'EDI ou la diversité, équité, inclusion, appartenance chez nous, qui touchent les questions de près ou de loin dont la neurodiversité fait partie. Comment on s'ajuste, comment on identifie, on s'informe, on reconnaît la nécessité de mettre des nouveaux mécanismes en place. Tu sais, là, il y a quelqu'un, j'ai vu dans le clavardage, j'ai fait un exemple. Tu sais, je vais donner un exemple tout bête, mais après ça, on va y arriver, on va rebondir. Mais comment on organise des réunions pour être les plus productifs, considérant qu'on a 20 de personnes possiblement qui sont neurodivergentes? Comment on favorise l'input de chacune ou de chacun avec en tête cette composition neurodivergente de toutes nos équipes, au-delà des diagnostics, là, si on dit on a une neurodiversité dans nos équipes, puis on a tous des façons de fonctionner différemment pour être au niveau attentionnel, au niveau de la mémoire, au niveau du jugement, au niveau de la prise de décision. Mais comment on va donner l'exemple de la réunion, comment on pourrait y réfléchir différemment pour faire en sorte qu'on a le meilleur de chacun. Puis, en tout cas, je trouve que c'est des questions c'est des réalités qui évoluent, qui nous forcent à évoluer comme organisation. Puis justement, on arrive à ça. C'est quoi les implications et les impacts, à la fois en termes de défis, mais aussi en termes d'opportunités pour des gestionnaires ou pour des membres d'équipe, de ne pas connaître ou de ne pas, là, on va y aller un peu pas dans le négatif, mais je ne vais pas faire une double négative, mais de ne pas connaître qu'est-ce qui se passe avec ça. Si je ne connais pas la neurodiversité, je suis gestionnaire ou je suis membre d'une équipe, c'est quoi les impacts dans mon environnement en termes de défis ou d'opportunités ratées? Ou d'opportunités que je pourrais avoir maintenant que je suis ici au discuter et comprendre puis que je commence à m'ouvrir à cette question-là. Donc, en fait, Christine, oui, vas-y, Céline. Justement sur ce que tu mentionnes, là, on ne sait pas comment sont composées nos équipes. Il y a tellement de personnes. Moi, j'ai eu un diagnostic très tardif. Donc, en fait, je fonctionnais en société, mais je travaillais beaucoup plus fort sur moi-même et tout ça parce que je ne le savais pas moi-même. Donc, mes employeurs ne le savaient pas non plus. Donc, quand tu parles d'impact, je pense en tant que gestionnaire ou même en tant qu'employé, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent s'appliquer et aider n'importe qui dans l'équipe, qu'on soit ou non neurodivergent. Donc, moi, je voulais donner quelques exemples justement pour, il y a des personnes qui disent, donnez-nous des exemples, comment est-ce qu'on peut faire, etc. La manière qu'on va communiquer est super importante. Si je suis employé, ben, je vais essayer de m'assurer que j'ai bien compris ce que mon gestionnaire me demandait. Est-ce que je peux, par exemple, reformuler sa demande avec ce que moi j'ai compris pour m'assurer que, ben oui, c'est exactement ça qu'il m'a demandé, avec l'échéancier qu'il m'a demandé. Et puis, si je me mets de l'autre côté en tant que gestionnaire ou bien la personne qui demande, ben, de donner des détails très spécifiques. Par exemple, au lieu de dire, envoie-moi le rapport en fin de journée, ben, peut-être que pour la personne qui est neurodivergente, ça va être important de dire quel rapport tu veux, quelle partie tu veux que je travaille. Fin de journée, tu veux dire avant 5 heures ou avant 23 heures ce soir? Donc, il y a beaucoup de petites nuances. Si on est capable de bien détailler notre demande, la personne qui reçoit la demande, ça va être beaucoup plus simple. Elle va avoir une checklist exacte de ce qui lui est demandé. Elle a un échéancier. Donc, en tant qu'employé, si j'ai ma checklist et mon échéancier, c'est beaucoup plus facile quand on a une cible de l'atteindre. Donc, pour moi, c'est vraiment la communication, mettre des détails, ne pas hésiter à demander plus d'informations, reformuler. Ce que j'ai bien compris, ou bien le gestionnaire peut carrément demander, peux-tu me répéter, voir ce que je t'ai demandé pour voir si tu as bien compris? Ça va dans les deux sens. Je pense que c'est un outil qui peut être utilisé par des deux côtés. Merci Céline pour ces exemples-là et pour amener la question de la communication, c'est important quand on parle de productivité ou bien-être au sein des équipes. Là. Merci de commencer d'entrée de jeu avec ça. J'ai envie de lancer la balle à Mélissa, à Fran. Oui, mais juste pour faire du pouce, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça nous donne un excellent exemple de comment clarifier une requête apporte des bénéfices.
Si je fais une demande pas tant claire à l'intelligence artificielle, ben, je vais avoir pas ce que j'ai demandé. Puis je vais venir me dire, bon, ben, est-ce que je me dis que l'intelligence artificielle n'est pas capable puis elle n'est pas bonne, ou je vais me dire, ah, ben, ma requête n'est pas assez claire, je vais la réécrire. Le même principe vient s'appliquer. Tu sais, si ensemble, on ne se comprend pas puis qu'il y a des questions, ben, ça veut dire qu'il y a un besoin de clarification, tout simplement, puis de ne pas le prendre comme une atteinte à son ego ou quelqu'un qui essaie de nous prendre à défaut, mais vraiment ben, il y a besoin de clarification. Clarifions, prenons ce temps-là. Hein. On pense qu'on est bon à communiquer, mais on ne l'est pas nécessairement. Puis en termes de pourquoi c'est important d'en parler, on l'a dit, la neurodiversité, c'est un fait. Elle est dans nos milieux de travail. Puis ce qui arrive, c'est qu'on est dans un mode très réactif. Puis la discussion, quand on l'amène dans la proaction, c'est de se dire que je le sache, que je ne le sache pas, il y a des choses que je peux mettre à même l'environnement pour faciliter ces discussions-là. Donc, si la personne ne sait pas qu'elle est elle-même, ses besoins restent valides et légitimes. Puis peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle a le droit de le demander, peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle a de la difficulté, mais pas les autres. Puis de revenir avec cette discussion-là autour des forces de chacune des personnes, puis comment est-ce qu'on peut se complémentariser dans tout ça, puis de aussi trouver des solutions et des mesures adaptatives qui peuvent être partagé au sein de l'équipe parce que souvent, il y a cette impression-là de ah, ben c'est compliqué, si je le fais pour un, il faut que je le fasse pour l'autre. Puis on doit, oui, certes, sortir un certain courage managérial, mais une façon de diminuer ce stress et cette dépense d'énergie-là de part et d'autre, c'est de se dire, bon, ben à même l'environnement, à même nos pratiques, à même nos façons de communiquer, comment est-ce qu'on améliore notre accessibilité. Puis là, ben, j'ai Fran qui avait un bon exemple justement très concret là, de son temps dans le domaine de la santé sur comment ça fait se co-construire. Là. Oui, ben, c'était au moment du rapport intercorps puis de la rédaction des notes cliniques. C'était un moment où certaines personnes, dont moi, avaient besoin de plus d'un contexte plus propice à la concentration. Donc, au lieu que ce soit une mesure individualisée à certaines personnes, il n'y avait pas nécessairement de bureau où s'éloigner, mais on avait vraiment fait un moment de consensus sur pendant qu'il y a des personnes qui rédigent les notes, ben, on évite les conversations sociales, parler du week-end, on attend là, que tout le monde ait fait la rédaction des notes, on attend que les informations cruciales aient été partagées. Et pour la personne qui avait besoin de plus de temps, ben, elle s'était dotée d'une mesure de plus où, quand le temps était terminé, tout le monde avait fini ses notes sauf elle, ben, elle s'éloignait un petit peu plus loin. Donc, on voyait comment on avait mis en place quelque chose qui contribuait à tout le monde pour faciliter la concentration, mais les personnes plus sensibles avaient quand même un moyen qui était essentiel. Là, moi, j'aurais pas pu rédiger des notes dans un contexte de conversation sociale. Je me serais mis à écrire sans m'en rendre compte l'information que j'entendais. Donc, c'était un exemple qu'on avait dans tout ça. Merci pour les exemples, Fran. Merci pour l'exemple. Elisabeth, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui. Donc, les implications de ne pas connaître, de ne pas prendre en compte la neurodiversité. Je sais que parfois, c'est difficile à accepter comme gestionnaire, mais il faut se rappeler que plusieurs études démontrent qu'une grande raison de départ d'un milieu, c'est on quitte un gestionnaire ou on quitte un milieu toxique. Donc, on a, comme gestionnaire, un grand impact sur la rétention de nos équipes. Puis je pense qu'on s'était nommé la neurodiversité est un fait. Puis d'être sensible à la présence de la neurodiversité, c'est vraiment, selon moi, un outil ou une force pour un gestionnaire afin de mobiliser, retenir ses équipes. Et puis je l'ai nommé tantôt, mais c'est cette habileté qui se développe justement à positionner son équipe au mieux qu'on peut dans des situations gagnantes, parce que je comprends qu'aussi, moi, j'ai des obstacles aussi. Là. Je ne peux pas toujours mettre mes employés où ils sont le meilleur. Mais je comprends que si ce n'est pas le meilleur pour mon employé, je vais essayer de créer un environnement plus favorable. Donc, j'ai vraiment continuellement ce souci-là. Ça fait juste partie de ma personne, honnêtement. Donc, puis de faire, donc d'être sensible au sujet, ça permet vraiment à nos équipes de se sentir compris, entendus, écoutés. Puis, comme je dis, c'est une force, c'est comment dire, un outil important comme gestionnaire là, à maîtriser, là, selon moi. Puis, je vais rebondir là-dessus avant de passer. J'ai envie d'interpeller Vanessa dans une minute. Je vais rebondir là-dessus en disant finalement, c'est une occasion d'apprentissage pour toutes et tous. Parce que, puis c'est quelque chose que je dis souvent dans des formations, on a chacun des identités spécifiques. Hein, on a une constellation d'identités qui nous est propre et on n'est pas toujours au fait du vécu de l'autre. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes identités. Donc, ça s'applique à plein de choses, dont la neurodiversité, au niveau de nos spécificités pour chacun et chacune dans nos modalités de prise de parole, d'apprentissage, de mémorisation, comme je le disais tout à l'heure, de priorisation des tâches,
on fonctionne tous et toutes différemment. Donc, je trouve que c'est des belles opportunités aussi d'apprendre sur nos collègues, d'apprendre sur les membres de notre équipe, d'apprendre sur nous-mêmes aussi, ces échanges-là, pour mieux comprendre ça implique quoi une équipe diversifiée, ça implique quoi des besoins d'équipes différents pour plein de choses dans notre travail d'équipe, finalement. Vanessa, je me tourne vers toi. Merci pour ta patience. Bonjour. Est-ce que tu es sur sourdine? Oui. On te désourdine. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu veux essayer d'enlever la sourdine, Vanessa? Ah oui, ça marche. Bonjour. Bonjour tout le monde. Désolée de mon retard. Merci de ces initiatives-là. Moi, je suis toujours excitée quand je viens vous voir. J'adore ça. Je suis comme une groupie, en fait. Donc, ceci étant dit, moi, j'ai plusieurs choses. Là. Il y a plusieurs choses qui me popent dans votre esprit. On parle de communication, on a parlé d'intelligence artificielle. Est-ce que vous trouvez que les outils, surtout les outils numériques, on va parler, est-ce que vous trouvez que les outils numériques sont adaptés, répondent aux besoins d'individus ou du contexte de la neurodiversité? Je m'explique. Je trouve que quand c'est un constat, puis si vous n'êtes pas d'accord, je vais être super contente, pour vrai. C'est que je remarque qu'on navigue dans des sites de santé, mettons. On veut trouver de l'information sur la santé. Pour une personne comme moi, je trouve ça super ardu. Je trouve ça super difficile, c'est super long, c'est beaucoup d'informations. Puis quand je parle à une personne, par exemple une agente administrative, quand je vais dans un rendez-vous, là, c'est de l'information supplémentaire qui n'est pas nécessairement contradictoire à ce que j'ai vu sur Internet, mais qui se complète. Fait que là, ma question, je vais y arriver, là, je vais donner comme mise en contexte. Est-ce que vous trouvez que les outils qu'on a comme professionnels qu'on utilise ou qui sont accessibles à la population au niveau numérique tiennent compte de cette neurodiversité-là? Puis sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces outils-là? Moi, j'ai pensé à la co-conception, de concevoir des outils avec plein de personnes différentes, mais malheureusement, pour la co-conception, ça prend des moyens, hein? Puis Dieu sait que les moyens, c'est dur. Mais c'est ça, je veux vous entendre là-dessus, puis merci, je suis full contente d'être là. Merci pour la question, Vanessa. C'est vraiment une question, j'ai le goût de dire, ça pourrait faire l'objet d'un discuter, comprendre en entier. Après, on va improviser. Les panélistes savent que ça fait partie du jeu dans l'échange. J'ai le goût de me retourner vers Mélissa parce que j'ai vu que tu as écrit là-dessus récemment au niveau de la maîtrise des outils IA. Moi, j'ai des éléments de réponse, mais je vais laisser les panélistes voir. On va faire un petit tour voir si les panélistes ont des éléments de réponse à chaud comme ça. Mais j'ai envie de dire que c'est un couteau à double tranchant parce que l'arrivée de la technologie du numérique a accéléré l'accès à l'information et la multiplicité d'informations, ce qui crée une surcharge puis qui génère plusieurs défis. Pas juste pour les personnes neurodivergentes, hein, pour la moyenne des autres, c'est juste qu'on a des personnes neurodivergentes qui vont vivre des difficultés plus rapidement avec ce flot d'informations-là, cette difficulté de garder la concentration. Puis, au même titre qu'après ça, ça a quand même apporté beaucoup de bénéfices et j'ai quitté des emplois parce que je n'avais pas d'outils technologiques. Puis, devant gérer tout à la mitaine, je vivais dans des situations de handicap qu'un système, par exemple, qui aurait un flot de travail pour gérer l'information m'aurait comme réduit la charge mentale, aurait permis que je n'échappe pas de balle, que je n'avais pas de réprimande à cet égard-là. Donc, ça reste que des outils technologiques peuvent avoir beaucoup d'avantages. L'intelligence artificielle, quand on l'utilise de façon sécuritaire, peut avoir aussi beaucoup d'avantages pour les personnes neurodivergentes de venir complémenter certains défis. Après ça, dans ta question, il y a la notion de, justement, au niveau de l'accessibilité. Tu parles de co-conception, de co-construction, certes, mais est-ce que l'outil qu'on développe, est-ce que la structure qu'on développe est axée avec les meilleures pratiques en termes d'accessibilité numérique, d'expérience utilisateur? Parce que si notre système, l'architecture derrière le système, elle est vraiment bien conçue en ayant en tête ces normes-là, on va par défaut avoir quelque chose qui va être beaucoup plus accessible pour des personnes neurodivergentes, pour des personnes avec peut-être un handicap au niveau visuel, pour une personne qui vient d'accoucher, que le bébé ne fait pas ses nuits puis qu'il a les deux yeux dans le même trou, là, tu sais. Merci, Mélissa, pour ton élément de réponse. Je ne sais pas s'il y en a d'autres panélistes qui ont envie de prendre cette balle au bon.
C'est une question très pointue, Vanessa, que tu nous poses ce matin. Et puis, je vois un autre commentaire. Merci pour ta question. On va cheminer là-dedans, je pense, collectivement. Je vois qu'il y a aussi un commentaire dans le clavardage. Est-ce que nous prenons en contexte le stress du deadline, personnes avec anxiété, etc.? Là, la question est peut-être un petit peu incomplète pour les panélistes, mais j'inviterais peut-être Anna-Maria soit à la compléter ou à lever la main parce que ce sont des questions qui nous intéressent. Anna-Maria, on va vous rendre accès au micro. Je crois que vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Allô? Allô. Je voulais juste expliquer la question je pose, c'est concernant le deadline, tu sais, le fait qu'on demande un rapport à la fin de la journée, avant la fin de la journée, ou on doit créer quelque chose aussi, faire des données, n'importe quoi. Pour certaines personnes, c'est le fait qu'il y a un deadline, je dirais le mot en anglais, c'est pour 5 heures aujourd'hui qui pose des problèmes. Pour une personne qui a des anxiétés de est-ce que je pourrais être capable de compléter ça avant aujourd'hui ou est-ce que j'ai un peu de lousse avec le temps? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, Ben, c'est moi, clair. Elisabeth? Ah ouais, je ne sais pas si je vais nécessairement bien répondre à ta question, mais moi, dans une perspective de gestionnaire, disons que tu serais mon employé, moi, j'aimerais que mon employé m'explique que hey, moi, les deadlines 5 heures, mais ça ne marche pas pour moi. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Je préfère travailler entre 7 heures et 8 heures. Tu sais, moi, j'ai cette très grande flexibilité que j'offre à mes employés quand ils me l'expriment. Donc, c'est ça, je pense, c'est ça que j'essaie d'exprimer. C'est ça les bénéfices de créer un environnement sans jugement. C'est ça que j'essaie de mettre sur la table pour mes employés. Puis, je veux dire, mon approche serait de voir avec toi, OK, ça serait quoi le meilleur moyen? Puis, go, on fait ça. Tu sais, tant qu'on réussit à atteindre l'objectif, je ne suis pas une personne rigide. Je m'adapte aux autres. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ils veulent absolument un deadline, sinon ils ne peuvent rien avancer. C'est ça, ça peut marcher pour Donc, les autres. Merci. C'est ça. Pour continuer ce que Elisabeth mentionnait, en fait, si je me mets à la place de l'employé, si on ne demande rien, on n'a rien. Donc, au pire du cas, si on se fait dire non, ça va être le statu quo. Donc, pourquoi ne pas demander, est-ce que je pourrais avoir peut-être te le remettre demain matin à la place? Donc, on peut demander plus d'outils, plus de... Juste un exemple vraiment concret, on avait des formations à faire, il fallait faire plein de captures, puis avec les outils actuels, ça prenait un temps vraiment très long. Ben, on a demandé à avoir un outil un petit peu plus performant et notre gestionnaire, ben, il a dit oui. Donc, tant mieux, ça va nous sauver des heures de capture, de copier-coller. Donc, je pense que c'est important d'être capable de faire des demandes. Et au pire des cas, c'est le statu quo et on travaille avec ce qu'on a. Et dans le meilleur des cas, on a plus de temps, plus d'outils qui vont nous aider. Puis j'aimerais juste rajouter, tu sais, des fois, les contraintes font que, tu sais, il faut absolument qu'il y ait des heures de tomber, de venir questionner dans une posture, tu sais, de coach, de poser des questions ouvertes, de dire, OK, mais qu'est-ce qui est à la source de cette anxiété-là? Est-ce que c'est parce que la personne, elle n'arrive pas à prioriser ce qu'elle doit faire, puis là, elle fiche, puis là, ça fait qu'elle a moins de temps parce qu'elle a figé au début? Est-ce que d'avoir justement un gabarit aiderait à ce que ça se fasse plus rapidement? Est-ce que c'est parce que la personne sa perception du temps, elle est différente. Puis le fait d'avoir un deadline et d'avoir une mauvaise perception du temps crée une anxiété. Il y a plein de raisons en dessous de demander les pourquoi en toute curiosité pour dire, OK, bon, mais est-ce qu'on peut trouver une solution ou un outil quand on ne peut pas bouger certaines contraintes non plus? J'aurais voulu ajouter une chose. Oui. Céline, je te laisse la parole si tu veux. C'est juste pour continuer ce que Mélissa elle disait. Il y a des outils, des fois, bon, il y a des personnes qui, avec la gestion du temps, c'est très difficile. Et en tant que gestionnaire, on peut peut-être aider ces employés-là en coupant la tâche en petits morceaux, par exemple, et puis leur dire, bon, OK, fais d'abord ça, puis tu reviens après, fais d'abord ça. Comme ça, faire des petites bouchées, ça aide à
à atteindre l'objectif et la personne ne se sent pas complètement surmenée, ne pas savoir par où commencer et figée justement. Alors que là, si on découpe la tâche en plus petits morceaux et on la donne une à la fois, ben, la personne, elle va mieux y arriver. Donc, c'est une technique qui peut être utilisée aussi. Merci pour ce partage, Céline. Puis je pense que ce que j'ai goût d'ajouter à ça, je vais rebondir sur toi qui rebondis sur Mélissa, c'est que il y a aussi la question de la priorisation qui peut être utilisée aussi. Hein. Comment aider ses membres d'équipe à prioriser pour arriver dans le temps, tu disais morcelons la tâche, ben, aidons à la priorisation aussi. Ça peut être quelque chose qui est fait, qui plus on est explicite, plus ça devient fluide et facile. Et je pense que souvent, on pourrait généraliser ça à la communication de manière globale. On a toujours l'impression qu'on se comprend puis que le même mot veut dire la même chose. Mais comme tu le disais tantôt, Céline, ce soir, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quoi pour moi? Mais ça peut être la même chose pour plein de détails dans un projet, dans un délai, dans un livrable. Ça peut être, plus on est explicite, plus c'est facile. J'avais envie de revenir par contre sur une chose qu'on a nommée, puis ensuite je vois Jacinthe la main levée, c'est que c'est aussi intéressant de réfléchir comme organisation à comment on travaille en amont de ces demandes-là. Parce que je pense que c'est facile de dire faites une demande quand ça implique plein de choses à l'autre bout. Quelqu'un écrivait dans le clavardage, ça peut être difficile de recevoir des noms à répétition pour plein de raisons. Un gestionnaire qui ne se sent pas outillé, qui ne comprend pas qu'il y a lui-même des contraintes ou elle-même des contraintes. Il y a plein de raisons dans une organisation pourquoi des fois le nom va surgir. Puis c'est pas pour juger un refus à une demande, mais le poids demeure quand même sur la personne qui vit des obstacles au travail. Comment, puis ça pourra faire l'objet d'un autre discuter, comprendre, parce qu'avec Ivy, c'est quelque chose qu'on travaille dans l'équipe des EIA pour l'organisation. Comment on travaille en accessibilité plutôt que travailler en accommodement? Comment les deux peuvent s'articuler ensemble en mettant plus le poids sur l'accessibilité en amont? Comment on peut réfléchir à ce qu'on fait comme membre d'équipe ou comme gestionnaire pour éviter que les personnes aient à faire des demandes? Tu sais, moi, c'est ça ma préoccupation pour les organisations parce que c'est comme ça qu'on rejoint le plus de gens, puis on peut rejoindre des gens qui, comme on le disait tout à l'heure, n'ont pas de diagnostic, ne sont pas intéressés à avoir un diagnostic. On ne pense pas dans ces termes-là. On a tous et toutes des besoins. Comment on peut réfléchir à la variété des besoins humains au centre de notre design pour notre équipe, pour notre direction, pour notre service, peu importe. Comment on met plusieurs identités au centre du design pour couvrir une multitude de besoins en amont? On pourrait revenir, mais je trouve qu'il y a quelque chose à nommer là. Ça peut être un poids pour la personne de lever sa main et de dire moi, j'ai tel besoin. Dans certains contextes, c'est pas facile. Fait que je voulais quand même nommer ça et le reconnaître parce que c'est un fardeau additionnel pour des gens qui vivent déjà des obstacles au travail. Fait que c'est pour ça que notre objectif, c'est aussi de sensibiliser notre communauté ou les communautés de Santé Québec à cette réalité-là. Jacinthe, je me tourne vers vous. Vous êtes bienvenue. Oui. Oui, j'ai une observation, c'est peut-être circonstanciel. Là. Moi, je ne fais pas partie de votre équipe, je fais partie d'un de vos fournisseurs. Je remarque que c'est tous des visages et des voix de femmes que j'entends. Est-ce qu'il y a plus de tabous sur la neurodiversité chez les hommes? Qu'est-ce que vous observez par rapport à ça? Bonne observation. Merci, Jacinthe, pour la question et l'observation. Je me tourne vers le panel. Est-ce qu'on a un Fran? Je peux amener un bout de réponse. J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être un côté circonstanciel, mais ça reste une vraiment bonne question parce que historiquement, les hommes ont eu plus facilement accès au diagnostic, ou en tout cas aux notions de diagnostic formel, parce que la définition clinique a été basée sur des échantillons de jeunes garçons très souvent. Et on a d'ailleurs beaucoup de femmes qui vont être diagnostiquées plus tard. Puis la même chose va s'appliquer souvent pour les personnes trans ou non-binaires, bref, toutes les personnes qui vont avoir des manifestations qui vont diverger un petit peu des attentes qu'on va voir plus chez les profils masculins. Donc, je pense qu'il y a un côté circonstanciel à la chose, mais peut-être aussi dans la prise de parole, peut-être aussi dans la composition des équipes qui explique qu'on est plus des femmes aujourd'hui. C'est vrai qu'anecdotiquement parlant, quand c'est par exemple, des formations qu'on donne qui sont ouvertes à tous et à toutes, j'observe on va avoir plus de femmes. Est-ce que ça vient avec ce désir-là d'aider, de contribuer, qui est peut-être plus proche de certains stéréotypes à certains égards? On peut se questionner là-dessus, mais reste que quand on regarde plus globalement, au niveau de l'advocacy, il y a beaucoup de personnes très vocales qui ont une posture d'advocacy qui sont des hommes là, dans le mouvement de la neurodiversité aussi.
Et plusieurs personnes également qui font partie de la pluralité des genres. Merci. Merci pour la question. Puis j'ajouterais un petit élément qui est aussi anecdotique, mais qui je pense que peut-être nos panélistes vont pouvoir renchérir, c'est que dans le milieu de l'EDI en général, il y a vraiment sensiblement plus de femmes qui sont des voix actives, je dirais. Donc, c'est une observation qu'on peut faire. Vanessa, je te repasse la parole. Ben oui, c'est encore moi. Là. Bon, ben, je vais essayer de ne pas trop parler. Ben, c'est intéressant, en tout cas. Je capote. J'aimerais parler au niveau de la demande, si ce n'est pas un tabou de demander quelque chose. Moi, je sens ça. Puis, tu sais, je suis propriétaire de jeunes enfants, puis j'essaie de leur inculquer que c'est important de demander, c'est important de dire non, mais on dirait que, puis aussi dans le réseau de la santé, ça fait pas longtemps que je suis parmi vous, là. Je suis très contente d'être dans le réseau vraiment, là, mais on est en manque de ressources, on est dans l'urgence. Fait que c'est des contextes aussi qui exacerbe ce côté tabou de la demande. Puis la question, c'est comment est-ce qu'en amont, on peut éviter ça? Je pense que ça commence avec notre savoir-être, c'est ça, le cœur, là, puis je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un ami que j'adore, puis il y a des problèmes de surdité. Puis là, ben, il perd lui, il est professeur au cégep, puis il est extraordinaire, mais là, il faut qu'il demande un accommodement à son employeur parce que ben, il perd la surdité, puis il ne peut pas entendre ses étudiants. Puis déjà, il s'arrange avec les moyens du bord, mais il dit j'ai peur de demander, parce que ben, ça va coûter cher. Puis fait que là, j'ai dit, tu sais, t'aimerais, mettons là, que ton enfant serait ton gestionnaire, puis que il y aurait un employé qui lui demanderait, tu serais tellement fier de lui s'il disait oui, puis tout ça. Ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que je pense qu'il faut l'empathie, là, je pense qu'on a perdu ça dans notre société aujourd'hui. Puis je pense qu'il faut regagner ça. Le comment, est-ce que c'est par des formations? Est-ce que c'est par s'exposer avec des personnes qui sont différentes de nous? Est-ce que c'est en s'impliquant comme citoyen dans des initiatives dans notre travail? Mais je pense que ça commence par là. Une fois qu'on a cette empathie-là, puis ce cœur-là, puis que comme citoyen, on veut faire une différence, là, la demande va devenir moins tabou, puis, mais c'est ça. Mais, est-ce que je suis claire? Excusez. Bon, donc, si je ne suis pas claire, vous me le direz. Merci. Merci, Vanessa. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait répondre à cette question-là. Je vais me tourner encore une fois vers nos panélistes. Est-ce que quelqu'un a envie d'avoir un élément de réponse à présenter? Bien, je n'ai pas levé la main, mais je peux déjà... Encore là, je partage ma perspective de gestionnaire, mais moi, je trouve que pour mon équipe, c'est ma responsabilité de créer un environnement sans jugement où mes employés seraient confortables de me poser toutes les questions. Puis j'ai aimé ce que Christine a dit, là. Je pense que moi, j'essaie de justement travailler mon accessibilité avant l'accommodement. Tu sais, je pense comme un exemple typique de questions qu'on va me poser où je pense à 2 nouveaux employés. Moi, je vois pas de différence entre un employé qui, lui, en faisant ses formations aidant une journée, il a tout compris, puis l'autre, il a besoin, non, il a comme besoin de le pratiquer pour le comprendre. Il n'y en a pas un que je vois mieux que l'autre, puis ça se transparaît beaucoup dans la façon que je suis. Je suis comme, c'est vrai que c'est pas adapté pour tout le monde. Hein? On va te rajouter une journée d'orientation, il n'y a pas de problème. Mais avec littéralement pas de jugement. Fait que, puis honnêtement, j'en ai pas. Je n'arrive pas à en avoir. Je suis très consciente que là, je pense que c'est vraiment dans un contexte d'un nouvel employé, mais on n'a pas tous les mêmes modes d'apprentissage. Même moi, je suis très consciente de mes moyens d'apprentissage que j'ai verbalisés. Moi, je suis gestionnaire, mais j'ai aussi des gestionnaires. Donc, j'ai verbalisé comment moi j'apprends, comment moi j'apprends pas, comment j'intègre la matière ou pas. Donc, je pense vraiment que ça revient à notre responsabilité comme gestionnaire. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, de mettre la table, un environnement inclusif là, à toutes ces questions-là. C'est mon commentaire. Tellement, tellement vrai. Merci, Elisabeth.
J'aurais envie d'enchaîner sur la notion de sécurité psychologique, dans le sens où tu as beau avoir toutes les mesures adaptatives disponibles, si personne ne se sent à l'aise de les demander, ça ne sert pas à grand-chose. Puis ça vient avec justement cette sécurité psychologique-là, comment que je fais sentir aux gens, un peu comme ce que Elisabeth fait ressentir dans l'exemple qu'elle donne, c'est qu'il n'y a pas de jugement, qu'on peut avoir une discussion, qu'on va être en curiosité, qu'il y a droit à l'erreur aussi, hein, c'est un des piliers fondamentaux de la sécurité psychologique. Si on n'a pas ça, le reste ne sera jamais capable d'être utilisé à plein escient. Exact, ça me permet de faire le pont. On parlait de l'exemple de discuter d'un deadline. Ben, c'est parce que je me sens en sécurité de poser la question que je vais le faire. Si j'ai l'impression que c'est hostile à ma question, j'oserais pas, puis je vais peut-être vivre avec cette anxiété-là. Puis moi, quand je regarde dans ma carrière ou dans mon bagage académique aussi, c'est souvent le facteur humain qui a fait la différence avant tous les outils procéduraux, technologiques. Puis c'est OK de peut-être pas avoir la réponse comme gestionnaire, c'est OK de peut-être pas savoir, mais ça va vraiment être dans la posture d'accueil, d'écoute, puis de dire, ah, ben, si je sais pas maintenant, mais je peux peut-être aller chercher l'information, je te reviens, ou on peut co-construire ensemble aussi une solution par rapport à tout ça, sans qu'il y ait un jugement d'emblée. Mais on sait que des fois, la vie va vite, il y a énormément de pression, fait que ça prend le temps qu'on ralentisse ensemble, en fait. Puis je vous écoute, puis je vois, Jessica, j'arrive à toi, ça ne sera pas long. Je pense que dans ces propos-là qu'on a aujourd'hui, un des fils conducteurs, c'est vraiment cette question de normaliser une variété de besoins, normaliser une variété de fonctionnement, normaliser la diversité humaine dans ses multiples dimensions. Il y a pas, puis on n'entre pas dans la neuronormativité nécessairement aujourd'hui à froid, là, mais quelque part, il y a des normes sociales, puis on a construit une histoire autour de la courbe, de la bell curve, là, j'ai pas, la courbe de distribution normale, en se disant, mais si vous n'entrez pas là-dedans, non seulement vous n'êtes pas normal, mais vous êtes peut-être anormal. Et donc, ça, c'est un construit social qu'on traîne encore, particulièrement quand on touche à la question du handicap, de la situation de handicap, d'une incapacité, d'une réalité cognitive. Et donc, ça, c'est lourd, mais je pense que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pourquoi on ne fait pas juste reconnaître qu'il y a une variété d'humains, une diversité humaine qui est dense, qui est complexe, qui est intersectionnelle, où il y a une diversité de besoins. C'est un peu ça le filigrane, je trouve, le fil conducteur de notre conversation. Puis là, je ne sais pas, je vous vois hocher de la tête, les panélistes, je ne vois pas tout le monde. Je me tourne vers toi, Jessica. Je sais que tu avais la main levée. Est-ce que tu as une question ou un commentaire que tu voudrais nous partager? On va te laisser prendre la parole. Ah, tu es sur sourdine. OK. C'est juste un commentaire concernant les besoins en accommodement. Pour favoriser le sentiment de sécurité des employés qui ont besoin de l'accommodement, je crois que ce serait important de sensibiliser la communauté au fait que des besoins en accommodement, ce n'est pas des caprices ou c'est pas aussi pour sensibiliser l'équipe que la personne qui a des besoins en accommodement, ce ne soit pas perçu comme du favoritisme ou je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, pour moi, c'est très clair. Je pense que dans certains milieux de travail, il faut reconnaître qu'il y a quand même un historique d'égalité et peut-être pas d'équité. Ça teinte des fois nos réponses ou notre représentation sociale de la demande. Je vais percevoir une demande comme étant du favoritisme si ce n'est pas égal à tout le monde. Elisabeth le touchait, je pense, tout à l'heure quand il disait, moi, c'est pas grave, là, si tout le monde n'a pas la même chose, on est dans une mesure d'équité. Puis l'équité, ça nous permet d'arriver à une égalité réelle, alors qu'il y a un réel écart là, sur le terrain entre l'égalité qu'on nous promet dans la loi puis l'égalité qu'on a tous et toutes en fonction de nos identités. Fait que je trouve que ton commentaire est pertinent, Jessica. Fran, tu voulais prendre nous... Oui, j'ai juste envie de construire sur ce qui a été apporté. Là. La notion du handicap invisible, c'est encore tellement fréquent qu'il y a ce besoin de le justifier, de le légitimer. Comme société, on a vraiment une conversation à avoir avec nous-mêmes sur ce sujet-là. Cesser d'avoir à prouver et légitimer les situations de handicap visibles et invisibles. Les besoins qui vont avec ne devraient pas toujours être associés à un diagnostic formel pour les rendre vrais, en fait. Puis pour faire aussi du pouce sur ce qui a été dit dans le chat, les personnes neurodivergentes sont souvent en camouflage, en surcompensation par rapport à ces normes
qu'on a tellement peu remis en question à travers notre histoire, mais qui en fait affectent tout le monde, jusqu'à ce affectent encore plus les personnes neurodivergentes bien souvent. Chaque milieu de travail vient un peu avec son livre de règles invisibles, pas super clair, qu'on est tous supposés savoir, puis personne ne sait vraiment, mais que ça vaut la peine de remettre en question, de challenger, de flexibiliser, surtout que ça a beaucoup évolué dans les dernières années, là, sociétalement, les milieux de travail parlent. Je vais juste continuer un petit peu sur ce que Fran disait là pour handicap invisible. Il y a des fois, par exemple, en tant que personne neurodivergente, c'est très difficile pour moi de comprendre sur le visage, et encore plus difficile quand il y a un masque devant, son expression. Est-ce qu'elle a été déçue? Est-ce qu'elle a été fâchée? Est-ce qu'elle était contente? Donc, je pense que ça, c'est avec une discussion qu'on avait eue avec Elisabeth. Elle mentionnait qu'elle était très ouverte à mentionner. Ah, ben, tu sais, je suis un peu déçue parce que je pensais que tu aurais fait ça. Ben, ça aide l'employé qui a de la difficulté à comprendre sur un visage que, ah, ben, finalement, mon boss, je crois qu'il n'est pas content, là. Mais si on ne me le dit pas explicitement, peut-être que je ne vais pas comprendre qu'il n'était pas content ou satisfait ou whatever. Donc, si tu veux continuer, Elisabeth, là, sur Oui, les ben ça, exemples. en fait, c'est un point que je voulais mentionner. Je pense pas qu'on a nécessairement le temps pour la dernière question, Oui, là, c'est mais ça. c'est un peu les ingrédients, là, que moi, c'est sûr qu'un message que j'aimerais passer plus concrètement, comme j'ai toujours su que j'avais une facilité. Je pense que vu que j'ai grandi avec la neurodiversité autour de moi, puis étant consciente de ça depuis longtemps, je me suis toujours dit que c'était comme. J'ai jamais vraiment mis le doigt sur qu'est-ce qui faisait que mon approche fonctionne avec certaines personnes pour qui c'est un petit peu plus évident, là, sans nommer diagnostic, là. Puis c'est en préparant le panel et en discutant que j'ai réalisé que j'avais un mode de communication neuro-inclusif, sans vraiment le savoir, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de l'apprendre à travers la préparation. Mais effectivement, un commentaire qu'on me dit souvent, c'est qu'on on marche pas du tout avec des œufs avec moi. T'sais. Ce que tu vois, c'est ce que je suis. Là, c'est très clair. Puis non seulement tu peux le voir, je laisse pas de place à l'interprétation. Je nomme mes émotions. Je le nomme clairement. Puis au début, j'ai toujours cru que c'était peut-être une atypique pour une gestionnaire. Je pensais que justement, c'était quelque chose qui faisait que peut-être je ne devrais pas aller en gestion parce que je nomme mes émotions, je suis très proche de celles-ci, puis je suis très transparente. Mais finalement, je réalise avec le temps que c'est. Puis d'ailleurs, ce panel était validant pour moi, là, que c'est une force dans le fond. Puis à titre d'exemple, j'ai quand même une rétention assez forte dans mon équipe. Et j'ose croire que cette façon d'être neuro-inclusive, là, en fait partie. Mais c'est ça, ce que tu comme Céline, tu mentionnais, c'est que c'est pas toujours évident d'interpréter le faciès ou le ton. Puis j'ai le proche, disons que je pleurais de joie, c'était pas clair si j'étais triste ou fâchée. Donc, depuis que je suis au primaire, je nomme mes émotions. Donc voilà, ça c'est un petit truc que je peux partager aux gestionnaires là, qui fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ça. Je vois qu'il y a 2 demandes d'intervention. Nancy, avec la main levée, puis ensuite, on ira à Laetitia. J'aurais aimé, dans un monde idéal, on aurait fait un dernier tour de table pour parler des pratiques inclusives dans les organisations, comment on développe une posture inclusive, mais peut-être qu'on va se rendre à un 3e, discuter, comprendre sur le sujet pour aller plus dans la construction d'environnements neuro-inclusifs. Je sais que le temps nous file entre les doigts, il nous reste 5 minutes. On va vous mettre, puis je sais qu'il y a des gens qui vont quitter au fur et à mesure, on va vous mettre dans le clavardage le formulaire d'appréciation, des petites choses qu'Ivy va vous glisser dans le clavardage. Nancy, je te laisse tout de suite la parole. Oh, can you unmute? Est-ce que c'est possible? Oui, voilà. Merci, Christine. Puis peut-être, comme tu dis, une idée pour un atelier en futur. Merci à tout le panel. Puis Elisabeth, j'ai vraiment aimé tes exemples comme gestionnaire. Puis je pense que les leçons apprises comme employeur vers nos employés, la prochaine défi, c'est comment on peut supporter des employés neurodivergents dans leur interaction avec notre clientèle. Parce que ça peut être difficile que quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi son ergothérapeute a parlé comme ça dans une rencontre de famille, ou pourquoi le physiothérapeute peut-être n'a pas réagi d'une façon positive quand il a marché pour la première fois. Donc, mais je pense que c'est la société qui évolue, mais ça peut être une barrière encore, comment notre
public, nos clients, réagit vers nos employés dans ces situations? Merci. Donc, peut-être un atelier futur, Christine. J'adore. Il y a plein de choses qu'on peut explorer là. Il y avait une autre main levée. Oh, il y avait une préoccupation aussi de Laetitia. Je ne sais pas si elle est toujours là. Araceli. Laetitia, vous pouvez lever la main. Est-ce qu'on peut vous laisser la parole, Araceli? It should be good. Vous pouvez enlever votre... Oui. Bon, en fait, moi, je suis vraiment pas surprise, mais je suis contente d'avoir participé à cette rencontre. Je dis que je ne suis pas surprise dans le sens que je suis dans l'équipe de Madame Elisabeth, ici aux soins à domicile. Et moi, ça que vous avez mentionné, je puis être témoin. En fait, parce que moi, mon expérience de travail m'a permis de connaître beaucoup de gestionnaires. Avant, j'ai travaillé pour des agences et j'ai connu aussi, engagé plusieurs CEOs. Et j'ai toujours dit que c'est le meilleur CEOs que j'ai eu la chance d'être partie de l'équipe. Et je regrette à mon âge avoir connu l'équipe parce que je pense que ce n'est pas de maintenant. Je pense que c'est une politique de CCUs. Vraiment, l'employé c'est usant des choses. Alors, je vous remercie et je remercie Elisabeth pour son travail aussi. Merci. Merci, Araceli. Et on va prendre une dernière intervention. Laetitia, je ne sais pas si on aura suffisamment de temps, mais certainement qu'on est intéressé. Est-ce que vous pouvez enlever votre micro, activer votre micro? Ça devrait fonctionner de notre côté. Voilà. Ah. On ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, super. Je pense que là, ça marche. Ouais. Non, je pense qu'on n'aura pas le temps. Bonjour à tous. Merci beaucoup parce que c'est passionnant et je connais quelques personnes qui sont sur le panel et qui savent à quel point le sujet est important pour moi. En fait, j'avais une question assez large par rapport au recrutement et de savoir... on sait que, on va dire, le processus de recrutement n'est pas adapté aujourd'hui de manière générale et qu'on peut le rendre évidemment plus inclusif à travers différentes fonctions. Je voulais savoir s'il y a plus une tendance aujourd'hui dans ce que vous voyez à adapter justement le processus, et je parle notamment quand il est en virtuel, pour le rendre plus inclusif, ou est-ce qu'il y a une tendance à finalement carrément le changer en fait et aller sur des techniques qui vont être beaucoup plus faire venir des personnes en environnement de travail et finalement transformer réellement le processus au complet, là où évidemment on a de la résistance parfois. Mais voilà, donc c'était un peu ma question, mais je pense qu'elle est trop longue pour qu'on ait des détails. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés parce que c'est une question qui résonne. Je pense que ça vaudrait la peine, Laetitia. Ma meilleure réponse pour être respectueuse du temps de tous et toutes, là, ça serait de dire, ça aussi, c'est un bon sujet parce que nous, on y travaille depuis plus d'1 an avec Vanessa qui est dans l'équipe des EIA, avec les équipes de dotation acquisition de talent, notre équipe de services au cadre, avec nos directions, puis j'ai juste le mot en anglais, hiring managers dans les directions. On est en processus de prototypes d'expérimentation avec Mélissa et Fran. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le design pour être plus inclusif du processus, du début, du processus d'affichage au onboarding. Il y a beaucoup de choses que nous, on a analysées qui pourraient être très intéressantes de reprendre dans un prochain discuter et comprendre pour premièrement, peut-être partager notre processus, mais aussi pour justement creuser cette question-là de l'accessibilité dans ce processus qui est importante parce que pour tous et toutes, l'accès
aux opportunités, c'est important. Puis ça, c'en est un, accès aux opportunités quand on parle d'emploi, dans promotion en emploi, évolution, travail sur nos développement des compétences, etc. Il y a tellement de choses qu'on pourrait nommer. Je sais que c'est une réponse semi-satisfaisante, mais vous êtes la bienvenue pour un prochain discuter et comprendre. Là, on a pris des notes, là, on a assez de sujets pour les prochains mois. À cet effet-là, merci tout le monde d'avoir été présent et présente. Merci infiniment aux panélistes. Toujours un plaisir de discuter avec vous quatre. Je vous invite tout le monde à réserver le vendredi 21 février sur l'heure du dîner. C'est notre prochain discuter et comprendre à l'occasion du mois d'Histoire des Noirs. On a un sujet très passionnant que vous verrez prochainement. On vous l'envoie par courriel. Si vous êtes sur notre liste VIP, courriel, ça nous fera plaisir de partager en toute primeur les détails pour le prochain discuter et comprendre. Bon après-midi tout le monde. Merci encore les panélistes. Appréciation fois 1000. Et bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.